Bonjour, ici Philippe Béchade. Je reprends aujourd'hui le flambeau après les 6 premiers épisodes brillamment présentés par Simone Wappler. Depuis la naissance de l'écriture en Mésopotamie jusqu'à l'avènement des monnaies numériques, cette série nous a fait voyager à travers 5000 ans d'histoire monétaire. Dans cet ultime épisode, nous allons parcourir les 300 dernières années. Une période décisive qui a vu la naissance de la monnaie moderne, la fin de l'étalon or, l'explosion du crédit et peut-être l'entrée dans une nouvelle ère. Dans le dernier épisode, nous avons laissé John Law au sommet de son pouvoir. Cet aventurier écossais, installé en France, a révolutionné l'économie du royaume en quelques années seulement. Il a convaincu le régent de lui confier la Banque Générale, devenue la Banque Royale, puis il a fusionné cette banque avec la Compagnie d'Occident, qui allait devenir la célèbre Compagnie du Mississippi. Son idée était audacieuse. Remplacer la monnaie métallique par des billets, développer le crédit à grande échelle et financer l'expansion coloniale grâce à la promesse de richesses futures. Mais avec la monnaie, la théorie ne suffit pas. Ce qui importe vraiment, c'est la confiance. Et lorsque la réalité ne suit pas cette confiance, tout s'effondre. C'est ce qui est arrivé à John Law. Son expérience s'est terminée dans le chaos, avec un exil précipité. Et une leçon que beaucoup ont pourtant oubliée. La fin du rêve du Mississippi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En 1720, la ferveur autour des actions de la Compagnie du Mississippi devient une véritable fièvre spéculative. Les prix s'envolent et tout Paris veut profiter de ce rêve de richesse. Pour suivre la demande, Law imprime des billets à une vitesse folle. La masse monétaire explose, la monnaie circule partout. Sauf que les biens, eux, ne suivent pas. Trop d'argent, pas assez de biens. Les terres de Louisiane, promises comme des terres en or massif, sont en réalité moins fertiles que prévu. Les promesses financières ne se concrétisent pas. Alors, quand les premiers investisseurs veulent échanger leurs billets contre de l'or, la Banque Royale se retrouve rapidement à court de métal précieux. C'est le début de la panique. Law essaye de limiter les retraits, puis finit par suspendre la convertibilité. La confiance disparaît, se volatilise. En l'espace de quelques jours, les billets ne valent plus rien. L'action de la Compagnie du Mississippi chute de 90%. La foule se presse devant les guichets. Certains perdent toute leur fortune. Sous la pression et les menaces, John Law doit fuir Paris sous un déguisement. Il mourra quelques années plus tard à Venise, ruiné et oublié. Mais il faut retenir une chose, l'idée centrale de Law n'a pas disparu. Il a prouvé que la monnaie pouvait exister sans métal, même presque sans collatéral. Cependant, il a aussi montré que cette monnaie ne vaut que si la confiance est là et qu'elle est solide. Le retour de l'or, mais pour combien de temps? Après cet effondrement de la monnaie papier, la France revient rapidement à la monnaie métallique. Pendant plus d'un siècle, les États font preuve de prudence. L'étalon or s'installe progressivement, garantissant la stabilité monétaire, notamment au XIXe siècle, avec la domination du standard or britannique. Cependant, cette stabilité a un revers. Elle limite la capacité des États à emprunter et à financer des conflits. Chaque fois qu'une crise survient, la tentation de rompre ce lien avec l'or se fait sentir. Ainsi, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, les grandes puissances suspendent la convertibilité de leur monnaie en or. Après la guerre, un retour à l'or est tenté, mais dans des conditions difficiles. Puis survient la crise de 1929, marquant le déclin progressif de l'étalon or. Après la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre économique mondial se met en place. L'Europe
est exsangue, les États-Unis ressortent de la Seconde Guerre mondiale comme la première puissance économique. Le dollar commence donc à s'imposer comme la monnaie de référence mondiale, concurrençant puis dépassant la livre sterling. En 1944, les accords de Bretton Woods posent les fondations d'un système monétaire international centré sur l'or. Deux piliers le soutiennent. D'une part, un régime de change fixe, mais ajustable. Les monnaies sont indexées sur le dollar, et le dollar est convertible en or à un taux fixe de 35 $ pour une once. D'autre part, la création d'institutions comme le FMI et la Banque mondiale, chargées d'assurer la stabilité monétaire et de soutenir la reconstruction. C'est l'âge d'or du dollar, devenu le pivot du système, mais cette hégémonie repose sur une contradiction. Les États-Unis doivent inonder le monde de dollars pour soutenir le commerce, tout en garantissant leur convertibilité en or. Un équilibre instable. Dans les années 60, les réserves d'or américaines ne suffisent plus à couvrir tous les dollars en circulation dans le monde. La confiance dans la convertibilité s'effrite. Ce sera le prélude au coup de tonnerre de 1971, quand Nixon suspendra définitivement ce lien entre monnaie, le dollar, et or. 1971, la monnaie devient totalement fiduciaire. Un tournant décisif intervient en août 1971, lorsque Richard Nixon annonce la suspension définitive de la convertibilité du dollar en or. C'est un moment historique. Pour la première fois, aucune monnaie ne repose sur un actif tangible de par le monde. Le dollar et par ricochet toutes les monnaies du monde deviennent de simples écritures garanties uniquement par la confiance envers l'État qui les émet. Nous entrons dans l'ère de la monnaie fiduciaire intégrale. Désormais, la création monétaire dépend des banques commerciales qui émettent du crédit et les banques centrales peuvent injecter massivement des liquidités en cas de crise. Le crédit sans limite et ses conséquences. Dans les années 1980, la dette publique et privée connaît une explosion spectaculaire. Les banques centrales utilisent les politiques monétaires pour relancer l'économie. À chaque ralentissement, elles baissent les taux et injectent de l'argent dans le système. Cette politique atteint son paroxysme avec la crise financière de 2008. Cette année-là, la faillite de Lehman Brothers, puis d'AIG, provoque une panique mondiale. Pour éviter un effondrement total, les banques centrales créent des milliers de milliards de dollars en quelques semaines. Leurs bilans s'alourdissent de manière considérable. Le Japon, la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, tous adoptent la même stratégie. Créer de la monnaie pour racheter la dette. Mais cette stratégie pose une question fondamentale. À partir de quand la confiance des citoyens et des marchés commence-t-elle à se fissurer? Peut-on continuer à créer de la monnaie sans limite, sans provoquer une inflation galopante? Ou pire, une crise majeure de confiance? Satoshi Nakamoto, c'est un pseudo naturellement, est la réponse algorithmique. Dans ce contexte instable, un certain Satoshi Nakamoto, un pseudo, et on continue de chercher qui se cache derrière, publie en 2008 un document révolutionnaire. Il y décrit le Bitcoin, une monnaie numérique sans banque centrale, fondée sur un registre décentralisé appelé blockchain. Le nombre total de Bitcoin à émettre sur une vingtaine d'années sera limité à 21 millions. Il n'y a donc pas de planche à billets, ni aucune possibilité de manipulation. Bitcoin est donc à la fois une critique du système monétaire actuel, une avancée technologique majeure et un retour à une conception classique de la monnaie, unité de compte
et réserve de valeur, voire instrument d'échange. C'est aussi une sorte de renaissance de l'idée de John Law, créer une monnaie indépendante de l'or, mais cette fois régulée par des règles immuables, sans aucune autorité centrale pour la faire évoluer. Le retour de l'or, un signal silencieux. Parallèlement, un autre indicateur important monte lentement mais sûrement. Le prix de l'or. En 2025, l'or atteint des niveaux records, dépassant les 3500 $ l'once, plus de 100 000 $ et même 100 000 € le kilo. Pour beaucoup d'experts et d'investisseurs, c'est un signe que le système monétaire actuel, fondé sur la dette, montre des signes d'essoufflement. L'or, longtemps qualifié de relique barbare, regagne de la vigueur. Ce sont les banques centrales asiatiques, notamment, qui achètent massivement du métal précieux à un rythme jamais observé depuis 50 ans. C'est une constante historique depuis 5000 ans. L'or revient toujours lorsque la confiance dans la monnaie vacille. Ce n'est pas un mythe, mais un fait observé à travers les siècles. Conclusion, un cycle se répète. Ainsi que ce soit depuis la tablette sumérienne jusqu'au Bitcoin, les billets imprimés par John Law ou la Réserve fédérale américaine, de l'or au dollar, l'histoire de la monnaie est avant tout une histoire de confiance. La monnaie change de forme, elle évolue et se dématérialise, mais dès qu'elle perd sa fonction essentielle de réserve de valeur fiable, ou qu'elle devient un simple outil de politique économique ou financière, relancer ou ralentir l'économie, eh bien, elle finit toujours par être remise en question. Aujourd'hui, le succès du Bitcoin, le retour de l'or et l'essor des monnaies numériques alternatives en général nous rappellent que rien n'est éternel. Le système actuel, basé sur un crédit sans limite, une émission de dette sans limite, pourrait bien être à bout de souffle. L'histoire de la monnaie n'est jamais linéaire. Elle est cyclique. Et peut-être sommes-nous aujourd'hui à l'aube d'un nouveau cycle. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous voulez comprendre pourquoi notre système monétaire vacille aujourd'hui, téléchargez gratuitement notre livre sur l'histoire de la monnaie, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi la monnaie n'a jamais été neutre et la raison pour laquelle elle est au cœur de chaque effondrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne où vous pourrez retrouver la totalité des épisodes de cette série. Merci et à bientôt!